Des chansons traditionnelles des siècles passés, mais aussi des créations citadines de l'entre-deux-guerres, Alexandre Mica et ses collaborateurs ont réussi à offrir au large public un morceau du passé oublié de la culture roumaine. Une tentative de raviver le goût pour la musique traditionnelle authentique. En voici un dernier exemple, une chanson d'amour interprétée par Alexandre Mica. Am nevoie meică mai ca să spui că l-a plăcăit. Când acasă maica pleacă, din vecin câte o leacă. Hai la mea banul zău, că doar n-o să-ți fac vreun rău. Vreau să vin și eu la tine, ca să-ți spun vorbe de bine. Ia-mă, lasă-ne că-n pace, altceva n-ai ce mai face. Du-te și-ți caută treaba și nu mai vorbi degeaba. Oi, la mea taci, că te mai prefaci așa, că crezi tu că eu nu știu, că nu-ți pare rău când viu și chiar de-ar fi așa, cum spuneai că dumneata, măcar ce-or și cum te-ai pune. Vous écoutez Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. Le Café des francophones. Antoine Emerick. Bienvenue au Café des francophones. Aujourd'hui, nous continuons à parler des Vikings, donc ces grands guerriers, avec Alban Gauthier, qui est professeur des universités à Caen. Alban Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, vous parliez des Vikings qui sont en fait des gens qui cherchent à s'enrichir et pour ce faire, tous les moyens sont bons, y compris la violence. Mais est-ce que cette violence, ou ce culte, on peut dire guerrier, est à la fois plus élevé ou plus ancré dans la culture viking qu'ailleurs? Et est-ce que cette violence est finalement gratuite? Est-ce qu'elle est démonstrative? Alors, votre première question, est-ce qu'elle est plus élevée qu'ailleurs? Là, très nettement, je répondrai non. Les Vikings ont face à eux, quand ils font la guerre ou quand ils font des expéditions de pillage, ce qui n'est pas leur seule activité, hein, comme je l'ai dit la semaine dernière, il leur arrive très souvent de faire aussi du commerce. Hein. Mais quand ils font la guerre ou des expéditions de pillage ou quand ils s'engagent comme mercenaires, ils ont face à eux des soldats ou des guerriers qui peuvent être tout aussi violents qu'eux. Que ce soit l'armée franque, ou les armées des royaumes anglo-saxons, ce sont des combattants qui font la guerre et qui donc sont violents et qui peuvent user de méthodes extrêmement brutales. Par exemple, Charlemagne, on le sait, a fait exécuter plusieurs milliers de Saxons lors des guerres qu'il a menées en Saxe à la fin du 8e siècle, donc à un moment qui correspond à peu près au tout début des expéditions vikings. Donc la violence n'est pas une spécificité des Vikings. On est dans des phénomènes tout à fait classiques de guerre où on fait de la répression, où on fait des représailles qui peuvent être extrêmement violentes. En sachant, évidemment, que les niveaux de violence de cette époque n'atteignent en aucun cas les niveaux de violence extrêmement élevés des guerres du XXe siècle. On a une image de ce Moyen-Âge comme une période brutale, comme une période sombre.
c'est une image qui n'est pas entièrement fausse, évidemment. Il y a de la violence et il y a de la guerre à cette époque. Mais on n'a jamais atteint le niveau de violence des guerres du XXe siècle. Donc on n'a pas de violence gratuite, mais alors c'est un moyen finalement, cette violence, et c'est un moyen pour arriver à quelle fin? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les Vikings sont violents. Ça peut être pour faire peur. Effectivement, une bonne manière d'arriver à leur fin, c'est de terroriser les populations et leurs dirigeants, de manière à ce que la fois suivante, ils leur versent un tribut, par exemple, pour éviter que une telle violence, à nouveau, ne soit exercée contre eux. Je vous ai dit, les Vikings, leur but, c'est de revenir riches chez eux. S'ils peuvent revenir riches sans avoir combattu, en ayant reçu de l'argent et des trésors de la part du roi des Francs, par exemple, plutôt que d'avoir à combattre l'armée franque, c'est tout intérêt pour eux. Donc, effectivement, ça peut être un moyen de terroriser les populations et leurs dirigeants pour avoir ce type de résultat. Et alors, cet argent qui est accumulé, il entre dans un circuit ensuite. Quelle est sa fonction à ces richesses? On est dans des sociétés où il n'y a pas encore d'État stable, administratif, admis par l'ensemble de la population comme la forme normale d'organisation de la société. Le pouvoir est un pouvoir qui est foncièrement instable. Ce sont des hommes forts qui s'imposent en recrutant autour d'eux une bande de guerriers. Et pour recruter cette bande de guerriers, le mieux, c'est évidemment de les récompenser. Les Vikings cherchent à s'enrichir. Cela vaut pour leurs chefs, comme pour les hommes de troupes, dirons-nous. Et donc, quand les chefs récupèrent des trésors, ça peut être des choses très variées, hein, ça peut être des bijoux, ça peut être des chevaux, ça peut être des esclaves mis en œuvre par les Vikings. Quand ils récupèrent des trésors, ce qui est important pour un bon chef, c'est de les donner à ses hommes. Un bon chef, c'est quelqu'un qui récompense ses hommes, quelqu'un qui est généreux. Hein. Il y a une libéralité du chef, qui est une vertu qui est mise en avant en particulier dans les poèmes de l'époque viking. Hein. Nous avons conservé un certain nombre de poèmes composés à l'époque viking, et beaucoup d'entre eux mettent en avant cette qualité du bon chef. Le bon chef, c'est celui qui récompense ses hommes. En échange de quoi, et c'est un phénomène qui est bien connu par l'anthropologie, hein, en échange de quoi, il y a un contre-don de la part des hommes. Les hommes donnent à leur chef. Alors qu'est-ce qu'ils lui donnent? Eh bien, ils lui donnent leur valeur guerrière, ils lui donnent à ce chef leur vie sur le champ de bataille, par exemple. Il y a une sorte de circulation du don et du contre-don entre les chefs et leurs hommes. Mais pour que ça marche, il faut continuer à s'enrichir. Parce qu'à partir du moment où on arrête de s'enrichir, ça ne marche plus. Les hommes ne sont pas satisfaits et les chefs ne peuvent pas obtenir de leurs hommes ce qu'ils attendent. Alors dans ce cas-là, ils peuvent aller voir ailleurs, entre guillemets? Ah oui, bien sûr. Il est tout à fait possible pour les hommes de changer de bande, de changer de groupe. Hein. Ça n'est pas impossible. Alors bien sûr, il y a toute une série de pratiques, de rituels qui cherchaient à éviter ce genre de choses. Entre autres, le serment. On sait que, du moins on se doute, on a des indices dans les sources qui montrent que des hommes prêtaient serment à leur chef. Mais c'est très bien que les gens qui prêtent serment ne tiennent pas toujours parole. Oui, parce que le serment, c'est une obligation morale, mais c'est pas une obligation matérielle. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui oblige la personne jusqu'à ce qu'elle ne se sente plus obligée. Alors, pour diverses raisons, hein, ne serait-ce que parce que une personne qui a prêté serment estime que son chef a cessé de tenir sa part de l'engagement. Alors si je comprends bien, ce don, comme vous le dites, fonctionne à la manière d'autres sociétés, c'est-à-dire que le chef
montre en même temps sa supériorité en donnant plus que tous les autres? Oui, le chef montre sa supériorité en donnant en particulier des biens qui sont prestigieux, des biens qui sortent de l'ordinaire. Ce que peut donner le chef, par exemple, c'est des biens exotiques, des biens venus de loin, des soieries venues de Byzance ou du monde arabo-islamique, du califat de Bagdad, en donnant du vin venu soit de Constantinople à nouveau, soit par exemple des régions du bassin parisien qui sont à l'époque fortement exportatrices de vin. Voilà, donc vous voyez des produits qui sortent de l'ordinaire et qui vont faire que les hommes se sentent privilégiés, se sentent distingués par leur chef. Alors il y a une concurrence entre différents chefs? Ah oui. Il ne faut pas imaginer que les Vikings agissent de manière toujours concertée et harmonieuse. Au contraire, hein, il y a pendant toute l'époque viking une forte concurrence entre groupes vikings. Et d'ailleurs, les Vikings, puisqu'ils cherchent à s'enrichir par tous les moyens, ils peuvent aussi chercher à s'enrichir en s'attaquant les uns les autres. Pas du tout un problème. Il ne s'agit pas exclusivement d'aller piller des régions qui ne sont pas scandinaves. On peut tout à fait chercher à s'enrichir aux dépens de son voisin en Scandinavie même. Donc on peut aussi bien attaquer son voisin qu'une société autre. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de dimension ethnique dans ces conflits. Il ne s'agit pas du tout de conflits dans lesquels on cherche à attaquer entre guillemets un ennemi héréditaire ou un peuple ennemi. C'est pas du tout ça. Ce sont vraiment des expéditions. Viking, au départ, le mot viking, c'est un mot féminin en langue scandinave. Une viking, ça veut dire une expédition maritime. Puisque tous les moyens sont bons, on peut tout à fait aller s'enrichir aux dépens de quelqu'un qui habite à 40 km de chez vous, ou à 4000 km. D'accord, eh bien merci beaucoup Alban Gauthier pour cet éclairage sur la façon dont a fonctionné le pouvoir à l'époque des Vikings. Merci beaucoup. Sur ce prend fin cette émission de Radio Roumanie Internationale. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.